Les voies de l'avenir. Parcours. Vision. Modèle inspirant. Leadership. Storytelling. Finance. Les voies de l'avenir. Le podcast qui met en avant les talents de l'Outaouais. Bienvenue dans les voies de l'avenir, Voices of the Future. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui façonnent demain. Ici, on donne la parole aux talents de l'Outaouais, à leur parcours, leur vision et leurs esprits qui construisent le monde de demain. Alors, il y a ceux qui suivent les systèmes. Il y a ceux qui les comprennent. Il y a ceux qui utilisent la technologie et ceux qui la sécurisent. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur, un stratège, un passionné d'informatique qui a transformé la technique en vision. Alors Chris, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Franck, c'est un plaisir. Okay. Sinon la journée? Je dirais qu'elle a bien été. Okay. Beaucoup de travail comme d'habitude, mais on ne lâche pas. Ok. Donc beaucoup de courage. Merci Franck. Alors on va commencer simplement par une simple présentation de ta personne. Alors on va dire, si tu devais te présenter en 30 secondes, qui est Chris? Au-delà des titres et des diplômes. Ok, très bonne question Franck, merci déjà. Eh bien, au-delà des titres ou des diplômes, je dirais que Chris est une personne solaire. C'est quelqu'un, quand il est dans la pièce, il est quelque part, il y a une énergie toute positive, joyeuse là, qui est dans la pièce. Oui. Et enfin, je dirais que c'est quelqu'un qui croit en beaucoup de valeurs et il prône beaucoup de valeurs, en gros. On retient que Chris est une personne solaire et effectivement, on peut le constater. La pièce est toute illuminée et en passant, tu es bien vêtu. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Donc, alors, la prochaine question, on veut savoir, à quel moment est-ce que tu as su que l'informatique ne serait pas juste un domaine d'études, mais une vocation? Parce qu'on parle là d'un profil qui peut s'avérer assez complet et au regard aussi des études, de tes études et tout. Donc, on veut savoir. D'accord, Franck, merci. Je vais trouver ça très drôle. Parce que, de base, je vais te dire la vérité. Je suis entré en informatique parce qu'on m'a dit que ça devait donner de l'argent. Comme je t'ai rendu une phase où je devais commencer un programme universitaire et il fallait que je prenne un programme quand même d'avenir. Et quand je faisais mes statistiques avec mes recherches, on disait que l'informatique pour les 10 à 15 prochaines années, c'était the place to be. C'est là-bas qu'il fallait y être. Exactement. Fait que j'ai commencé comme tout le monde. Je me suis inscrit à la faculté de génie informatique à l'UQO. Puis j'ai commencé. Mais le déclic vraiment est venu quand j'étais en deuxième année. J'ai pris mon cours de programmation 2, je me rappelle très bien. Et puis déclic, bouf, je suis tombé amoureux de la programmation. Et là j'ai compris que non, ce ne serait pas juste un truc que je ne faisais pas que faire, mais j'ai commencé à aimer l'informatique à partir du niveau 2. C'est ça en fait. C'est tellement inspirant de... Oui, c'est vraiment inspirant. Mais est-ce que tu as eu à... Oui, tu as dit que tu as fait des études par rapport à ça. Et également, quelque part, on l'a lu, il y a eu quand même des capacités ou d'autres compétences. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées de toi-même ou tu as totalement toi appris de ce domaine à l'école? Oh, très bonne question, Franck. Il faut le dire que je suis entré dans mon programme de baccalauréat en sciences informatiques avec des capacités naturelles, à savoir, je suis quelqu'un de très curieux de nature, passionné de mathématiques, de physique aussi. Donc ça, de base, c'était des capacités que je suis venu avec dans mon programme en informatique. Et puis, j'ai appris toutes les bases autant pour moi de l'informatique dans mon programme. Et j'ai également appris le travail en commun. C'est où j'ai commencé la collaboration avec les autres parce que avant ça, c'était pas quelque chose qui était comme en moi déjà. Ah d'accord, c'est super. Mais est-ce qu'on peut évoluer dans ce domaine sans avoir fait les études? Est-ce qu'on peut être autodidacte dans ce domaine? Très bonne question. Je dirais qu'on peut être autodidacte à une seule condition. Justement, il faut vraiment être autodidacte, c'est-à-dire se former soi-même, se documenter soi-même et passer des certifications parce que force est de constater que tu le veuilles ou pas, que tu aies la compétence ou pas, le contexte dans lequel nous nous trouvons ici au Canada a besoin de ce petit bout de papier-là qui va comme te distinguer, te dire ok, il est capable de faire ça. Donc c'est important, tu peux te former toi-même et je vais te dire un petit truc Franck. Je te rassure que
les plus compétents dans le domaine dans lequel je travaille ne sont pas ceux avec les plus grands diplômes. Ce sont ceux parfois qui ont juste un deck, mais ils sont beaucoup plus techniques, ils sont beaucoup plus compétents, ils ont plus comme, like they have the hands on, you know. Et ceux qui ont parfois des grands diplômes ne sont pas aussi compétents, donc c'est très très important, ça va de pair, je dirais. D'accord. Mais tu nous as dit au départ, c'était par rapport au fait que on dit que ce domaine est un domaine porteur, un domaine d'avenir, un domaine qui rapporte. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une certitude ou est-ce que c'est encore un doute par rapport à ce domaine-là? Est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous regardent ou à ces jeunes-là qui cherchent encore leur voie de se projeter par rapport à ce domaine? Eh bien, très bonne question, Franck. Je dirais que, premièrement, il faut savoir que la demande en informatique a explosé au cours des 6 dernières années. Tout le monde savait que c'était the place to be. Allez, allons-y faire l'informatique, c'est là-bas que ça paye, c'est là-bas qu'il y a de l'emploi. Et effectivement, c'était réel. Il y avait de l'emploi, Franck. Il y en avait tellement. Moi, je me rappelle quand j'entrais en première année, on disait, dès que tu gradues, avant même de graduer, tu as déjà trouvé un boulot. Mais je peux te rassurer que 4 ans plus tard, quand j'ai terminé mon baccalauréat en génie informatique, je termine. J'ai des amis qui ont fait 3 ans, même actuellement, 4 ans, n'ont pas eu d'emploi. Fait qu'il y a eu une grosse demande au départ. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont embarqué. Les postes sont remplis. N'oublions pas que tout le monde part en retraite rapidement comme ça aussi. Fait que là, en ce moment, c'est vraiment rendu tough. Mais je dirais que ce n'est pas un métier qui perd sa valeur malgré qu'il y ait de la demande. Parce que c'est un métier aussi qui est en constante évolution. Donc, ceux qui font informatique, moi, je dirais comme conseil, c'est continuer de le faire. Parce que les outils changent, la technologie évolue. Moi, d'ici peut-être 10 ans, je serai obsolète si je ne me documente pas. Mais toi qui viens de finir ton bac, tu avais des mises à jour. Donc, c'est un métier vraiment qui évolue. Et j'ai foi que ceux qui sont encore dans en ce moment vont trouver de quoi également. Exactement. Mais justement, ça nous permet de poser la question, comment se démarquer? Parce qu'il y a des informaticiens, il y a des programmeurs, il y a des personnes, des professionnels justement de l'informatique. Mais il y a Chris. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se démarque? Comment se démarquer dans ce domaine? Très bonne question, Franck. Et c'est une question qui revient assez souvent parce que j'ai des personnes dont je suis mentor, que je soutiens, je soutiens à un certain niveau. Et ce sont des questions qui reviennent assez souvent. Donc, le conseil que je donne en général et que j'ai moi-même appliqué et qui a marché pour moi et pour bien d'autres, c'est de continuer à apprendre. C'est de continuer à se former. Moi, j'ai gradué en informatique il y a quelques années, mais j'ai déjà 7 certifications. Donc, à chaque année, j'ai l'impression que je suis à l'école tous les jours. Moi, l'école n'arrête pas. J'ai fini l'école officiellement il y a un certain nombre d'années, mais officieusement, je suis toujours à l'école tout le temps en train de me former. Il ne passe pas une année sans que je ne fasse au minimum 2 certifications. Et c'est ça qui bonifie mon CV, qui accentue mes connaissances et qui me rend toujours compétitif malgré que les nouveaux arrivent. Tu vois. Donc, un conseil que je pourrais donner à tout le monde dans ce domaine, c'est justement continuer à se former au travers de certifications. C'est super important. C'est vital même, je dirais. Et je peux ajouter que c'est valable dans tous les domaines. Parce que si vous ne faites pas des mises à jour, vous serez forcément obsolète très rapidement, oui. Donc, et je dis souvent que c'est un métier super ingrat. Exactement. Super ingrat. Dis-toi que j'ai commencé il y a 4 ans, quand je commençais à travailler. Il y avait des outils sur lesquels je travaillais et je maîtrisais, mais il y a des mises à jour chaque fois. Exactement. Il y a des fonctionnalités qui s'ajoutent. Donc, si tu as connu l'outil il y a 4 ans, aujourd'hui, ce serait difficile pour toi de travailler l'outil. C'est vrai. C'est ça. Alors, on va revenir aux années académiques et on veut bien savoir, qu'est-ce que tu nous as dit, tu es passé à l'Université du Québec en Outaouais. En Outaouais. Oui. On aimerait savoir, qu'est-ce que ces années à l'Université du Québec t'ont appris? Et qu'est-ce que ces années ne t'ont pas appris? Oui. Eh bien, je dirais, pour te répondre très clairement, Franck, que ces années m'ont appris ce qu'elles devaient m'apprendre. Dans le sens que, premièrement, comme je t'ai dit tantôt, j'ai appris le travail commun, j'ai appris à collaborer, j'ai appris tout ce que j'ai appris comme les bases, les jalons même du domaine dans lequel je travaille, autant pour moi. La programmation, je ne pensais pas programmer au départ, je ne pensais pas c'était même quoi l'informatique. L'informatique et Internet, c'est quoi la différence? Je ne savais pas c'est quoi la différence informatique et Internet. Donc j'ai tout appris, elle m'a tout appris dans le domaine des TI en général. Et mis à part le côté
TI, ça m'a aussi appris de grandes capacités, ça m'a capacité de grandes fonctionnalités ou alors aptitudes, autant pour moi interpersonnelles. Wow. Oui. C'est vraiment inspirant. C'est un honneur en fait de t'avoir une fois de plus parce qu'on apprend beaucoup du domaine et ça nous permet de découvrir aussi. Merci. Alors on veut savoir maintenant, parce que là on a parlé des études, on a parlé de ton domaine de base, mais il y a aussi cette casquette-là qu'on veut bien découvrir, le côté entrepreneurial. on veut découvrir Chris l'entrepreneur. Et on se pose la question, à quel moment est-ce que Chris réalise qu'il ne veut pas juste rester dans le domaine de l'informatique, il veut également ajouter sa pierre à l'édifice de ce beau pays à travers l'entrepreneuriat. Et il ne veut pas seulement travailler pour une organisation, il veut également être un créateur d'emploi. Oui, donc on veut savoir. Eh bien, je vais te dire un truc, Franck. J'ai toujours été une personne super têtue, ou alors entêtée, une personne assez belliqueuse, dans le sens que je n'ai jamais aimé recevoir les ordres trop longtemps. Ok. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui déborde de créativité, d'énergie, et j'ai très vite compris que l'environnement corporate ne donne pas l'espace pour laisser parler le génie comme il se devrait, ou alors le laisser s'expandre comme il doit s'expandre dans le fond. Donc, quand j'ai commencé mes premières années, j'ai compris que, ok, là, nous sommes dans un environnement bien cloisonné, là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu ne peux pas sortir de ta zone de confort. Et moi, étant une personne, justement, libre dans sa tête, libre dans son esprit, j'ai très vite compris que moi, là, je ne pourrais pas travailler pour quelqu'un indéfiniment. Donc ça, c'était pas pour moi. Travailler à vitam aeternam pour les gens, là, non. Ça, c'est pas ça pour Chris. Donc j'ai commencé très tôt et puis j'ai fait ce qu'il fallait faire. Encore maintenant, dans le cœur de ton expertise, comment est-ce que, on va revenir un peu à les termes techniques, on va parler de cybersécurité. Super. Alors, comment est-ce que tu expliquerais la cybersécurité à un amateur? Il y a des personnes passionnées qui nous regardent également. Donc. Ok, je vais essayer. J'espère que tout le monde pourra comprendre. Dans le fond, il faut qu'on comprenne quelque chose. Okay. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où tout est numérique. Oui. L'argent est numérique. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai eu du cash dans ma main, comme tout est dans un compte, c'est un chiffre dans un compte. Internet est là, les informations se diffusent, on s'appelle en appel vidéo, on se voit directement. Tout est par voie électronique. Exactement. Ok. Étant donné que c'est ça notre réalité actuelle aujourd'hui, on partage des données, des données sensibles, données importantes, des choses confidentielles. Et qui dit données confidentielles et données sensibles, dit aussi protection. Aujourd'hui, pour te voler, Franck, je n'ai plus besoin d'entrer dans ta maison à 1h du matin et te braquer, non. Je peux te voler ton compte depuis le confort de ma maison. Donc, il y a des risques qui viennent avec ça. Et qui dit risque, dit aussi mesures de protection préventive pour cela. Donc, c'est ça la cybersécurité. C'est cette science-là de l'informatique qui vise à protéger non seulement toutes les ressources sensibles qui sont transmises par voie électronique, tous les actifs importants qui peuvent être atteints aussi par voie électronique. Je vais continuer par... Je pense que je vais essayer de... Pour la culture générale des autres, de tout le monde, nos auditeurs qui nous écoutent autant pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, les guerres de nos jours, Franck, ce ne sont plus des guerres physiques où je vais venir te taper dessus, te viser une balle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tchernobyl, les centrales nucléaires qui avaient explosé parce qu'un virus avait été injecté à l'intérieur. Aujourd'hui, pour atteindre le Canada, il suffit qu'un ennemi du Canada fasse couper le système de chauffage au Canada. Donc la centrale de chauffage, on coupe ça, imagine en plein hiver, on meurt tous. Donc tu vois, il y a des gros enjeux au moyen de l'Internet. Il y a de gros dangers qu'on peut se faire à travers Internet, donc d'où le besoin de se protéger également. Donc je ne sais pas si j'ai été très clair là, mais je vais être le plus terre à terre possible. De nos jours, c'est ça en fait. Donc tout est informatisé, y compris les sites sensibles, ou les infrastructures sensibles, et il y a un besoin vital et crucial de les protéger. Et on le fait au moyen de la cybersécurité. C'est assez limpide, c'est tellement fluide. Et justement, en comprenant l'importance de la... de ce domaine. Exactement. C'est vrai, c'est devenu un enjeu crucial aujourd'hui. Effectivement. Donc, mais justement, là, on va aller un peu au cœur des organisations.
Et on va aller interroger quelque chose qu'on a souvent observé. Okay. On veut savoir, c'est quoi l'erreur fréquente que font les entreprises en matière de sécurité? Parce qu'on a souvent vu des entreprises qui perdent toutes les données, qui perdent même de l'argent, qui se retrouvent dans des situations hyper compliquées à cause justement de ces petits détails que tu viens d'énumérer. On veut savoir. Ça, c'est une question super importante que tu poses, Franck, et super pertinente pour la gouverne de tous et pour l'édification de tous. Je pense que le plus gros danger que les entreprises font est de croire qu'on n'a pas besoin d'une cellule cybersécurité ou alors on n'a pas besoin de se prévaloir justement de ces risques cyber. C'est le premier danger, de croire qu'on n'a pas besoin de ça. C'est le premier risque parce que c'est quand tu penses ça que ça va arriver. Je pense qu'il y a quelques années, là, pour ceux qui étaient au Canada déjà, on a eu l'histoire avec la Banque des Jardins et même très récemment le scandale avec la SAC-Click. C'est pas si tu es informé là, comme ce sont des pertes et des dégâts qui coûtent des milliards de dollars. Parce que peut-être des gens n'ont pas pris au sérieux, bien avec le sérieux qu'il fallait, ou alors parce qu'il y a eu des erreurs dans le travail. Donc c'est super important. La première erreur à bannir, à proscrire de nos idées, de nos têtes, et que les entreprises devraient faire, c'est de négliger l'importance d'avoir une cellule cyber, ou alors de se documenter en matière de cybersécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, même les toutes petites entreprises, ils prennent vraiment ça au sérieux. Même effectivement, il y a plusieurs lois qui sont sorties d'ailleurs, comme la loi 25, sur la loi sur la protection des données qui est importante. Exactement. Le gouvernement frappe même certaines entreprises. Il est interdit pour une entreprise qui gère des données sensibles de ne pas avoir une certaine structure informatique déjà en termes de protection pour se protéger. Exactement. Tu ne peux pas gérer les données par exemple de NAS ou bien je ne sais pas quoi, des données médicales, je ne sais pas trop quoi. Il y a un minimum requis que le gouvernement déjà met comme loi. Si tu n'as pas ça, tu peux payer des amendes pour ça. Exactement. Donc c'est ça. C'est assez délicat. Oui, effectivement. Alors, mais on se pose aussi la question, est-ce que le monde est préparé aux cybermenaces actuelles? J'ai un peu peur que les entreprises... cette question, mais je vais y répondre dans le sens que déjà c'est un domaine qui évolue constamment. Je dirais que oui, parce que les technologies et les techniques pour contrecarrer les agents malveillants ne cessent d'évoluer. Avec l'avènement de l'IA également aussi, il y a pas mal d'outils qui sont développés, qui aident énormément les consultants analystes comme nous autres à se prévaloir, à prévenir et à protéger les entreprises de ces dégâts. Mais aussi, je dirais que c'est un couteau suisse à double tranchant dans le sens que tout autant nous évoluons sur les techniques de défense, les attaquants eux aussi, les hackers, ils développent de nouvelles techniques tous les jours. Donc, c'est une guerre perpétuelle et chacun de nous continue d'évoluer dans ce que je dirais. D'accord. Ouais. Et pour ceux qui nous regardent aussi, pour les personnes qui veulent se lancer dans le domaine, qu'est-ce qu'on leur dit? Quelles sont les compétences? Déjà, quelles sont les compétences que tu penses être indispensables d'ici les 5-10 ans? Et quelles sont les compétences même à développer si on veut se lancer dans ce domaine, si on veut perdurer dans ce domaine sur le long terme? Ok, très bonne question aussi, Franck. Je pense que la première compétence que toute personne qui s'intéresse au domaine devrait développer, c'est de la curiosité. Honnêtement, ce que je dis ou ce que je sais aujourd'hui du domaine, je ne l'ai pas appris quelque part dans un cadre structuré. C'est la documentation, c'est la lecture. Par exemple, parlant de la SAC-Click dont je t'ai parlé tantôt, j'ai fait mention tantôt, c'est des trucs que j'ai lus de moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a passé le document. Donc, je me documente sur les nouveaux types de menaces. Il y a plein de sites justement à cet effet qui sont là dehors. Et je n'ai pas fait ma publicité là. Moi aussi, je suis comme un petit formateur en cybersécurité, donc j'accompagne les gens à se certifier justement dans différents domaines, notamment les certifications Microsoft, telles que le cloud, comment comprendre le cloud, donc, et pas mal d'autres choses. J'accompagne également des gens à se certifier dans la certification CompTIA Security Plus, qui donne comme la base, c'est comme tu vois la pizza, comme la base, la pâte là. Donc pour t'outiller dans le fond, afin de pouvoir choisir ta branche dans la cybersécurité, parce que c'est très vaste. Mais je peux t'outiller quand même avec cette certification afin que tu aies les bases prévues pour pouvoir exceller dans ce domaine. Mais la qualité à retenir ou alors à développer, c'est vraiment de la curiosité, t'y intéresser et puis voilà. Wow. Alors on le disait déjà, derrière la technologie, il y a cette audace-là d'entreprendre.
Donc on se demande maintenant pourquoi avoir choisi de créer une start-up en cybersécurité alors que tu as déjà une carrière stable. Très bonne question, Franck, encore. Je dirais premièrement dans un but de perpétuer ce que je connais. Ce serait dommage que ce que je connais finisse avec moi, ou bien se termine avec Chris. Donc j'ai ce souci-là de laisser à la génération future mes connaissances que j'ai, le bagage intellectuel que j'ai accumulé. Donc raison pour laquelle j'ai créé cette start-up autant pour moi, où nous formons les gens, nous accompagnons les gens, et puis comme deuxième point, et qui n'est pas des moindres aussi, c'est justement actuellement aider toutes les entreprises, les PME et même les grandes entreprises à se prévaloir du risque cyber. Donc nous offrons du conseil, du consulting pour ces entreprises et nous formons également. Donc c'est à deux pans. Alors récemment, tu as remporté un prix lors d'un concours Pitch. C'est cela, oui. Oui. Qu'est-ce que cette récompense représente pour toi? Et rappelle-nous, c'était quoi le projet, c'était quoi le concept? Effectivement, merci. Ouais. Déjà, c'était lors du concours Pitch entrepreneurial organisé par la Zambo Academy, déjà shout out, et le groupe ADN, que je félicite beaucoup pour cette initiative, justement, qui met en avant les jeunes entrepreneurs de la région, de la capitale nationale. Et j'ai eu l'honneur que mon projet soit retenu comme premier et vainqueur lors de ce concours. D'ailleurs, où il y avait plein de projets prometteurs que j'ai beaucoup appréciés personnellement. Et effectivement, oui, gagner ce concours pour moi a été une reconnaissance. Ça a une valeur beaucoup symbolique et émotionnelle. Pourquoi? Parce que je pense que ce concours est venu récompenser le travail de l'ombre. Parce qu'en général, lorsque nous gagnons un contrat avec l'entreprise que j'ai mis sur pied, on paye l'entreprise pour le service qu'elle rend. C'est palpable. On voit pourquoi on paye ProCleaning Group pour le service qu'elle rend. Mais par contre, la distinction que j'ai eue lors de ce concours est une distinction qui est venue toucher le travail de l'homme, l'idée derrière ProCleaning Group, le projet, comment ça a été conçu et le business plan. Donc c'est ça. C'est pourquoi ça a une valeur vraiment très très émotionnelle pour moi et voilà, sentimentale, je dirais même. Mais justement, comment on passe c'est quoi la transition? Comment on passe de la cybersécurité à une entreprise multiservice comme... Je dirais en une phrase, multitasking. C'est du multitâche. Dans le fond, mais pour passer de cela, ça demande beaucoup de discipline d'ailleurs, premièrement. Beaucoup de discipline, il faut être discipliné, il faut être organisé. Et je dois dire aussi que j'ai été doté de capacités intrinsèques, c'est-à-dire le multitâche naturel, ça c'est Dieu qui donne, Que dire, hein, Franck? Donc c'est ça, donc j'ai pu allier discipline et aussi multitâche qui est un don de Dieu pour pouvoir créer l'entreprise. Et justement, on se demande, être multitâche ou encore multipassionné, c'est une force ou parfois un défi? Je dirais que c'est un peu des deux, Franck. C'est un petit peu des deux. Premièrement, c'est une force, pourquoi? Parce que être multitâche dans notre ère, ça te distingue automatiquement de la masse. Exactement. Ça te distingue automatiquement, comme tu es quasiment comme au-dessus de quasiment 80% de la population, déjà directement quand tu es multitâche. Et de deux, c'est un peu un défi. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Et ce qui n'est pas un acquis. La discipline, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Qui se travaille, effectivement. Donc c'est à deux volets. En tout cas, c'est toujours bien d'être multitâche parce que on peut s'adapter à facilement, tout. Oui, exactement. Quel que soit le changement, il y a une adaptabilité très très rapide. Exactement, c'est vrai. Alors, on veut savoir aussi, on sait que l'entrepreneuriat a des risques et on se demande quel a été le plus grand risque entrepreneurial de crise jusqu'ici. Je préfère rire parce que ce que je vais te raconter là, c'est vraiment à ne pas faire chez soi. Mon plus gros risque entrepreneurial, Franck, pour être tout à fait honnête, sur un ton plus sérieux, ça a été de donner un accord verbal sur un contrat que j'allais signer. Donc, j'ai donné un accord verbal sur un contrat que j'allais signer. Sans avoir pris le temps d'étudier parce que j'étais dans le rush, justement dans d'autres tâches que je gérais. J'ai dû dans le rush ou alors pour d'autres raisons donner un accord verbal. Puis plus tard, lorsqu'il est venu le moment de signer, bien évidemment que je me suis rétracté parce que
quand j'ai pris le temps d'analyser le contrat et de comprendre les enjeux et les défis qui viendraient avec, j'ai compris que ce ne serait pas un bon coup pour moi ou alors ce serait juste à perte. Okay. Donc je me suis rétracté. Et ce n'était pas sans conséquence parce que donner l'accord verbal et revenir après à la fin, exactement. Il y a eu des petites frictions. Mais je vais continuer sur ça en donnant un petit conseil vraiment justement pour les jeunes entrepreneurs, pour vous qui nous écoutez, chers auditeurs. Il est essentiel et super important de toujours lire complètement le contrat, comprendre tous les engagements que nous apprêtons à prendre parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de chemin retour lorsqu'on a signé. Exactement. Dès que tu as signé, là, il n'y a pas que je ne savais pas, oh, oups, désolé, il n'y a pas ça. Donc, savez les engagements, parfois, qui ne sont pas honorés, ça peut virer d'un point de... peut-être même un procès là. Donc, exactement. Super important, toujours prendre le temps de lire, tant que faire se peut. Si c'est possible, prends le temps d'analyser et le temps qu'il faut. C'est ça. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a des contextes où peut-être parfois la vitesse d'exécution aussi est importante, mais dans l'analyse toujours bien analysé. Et comme tout être humain, on n'est pas toujours parfait. Forcément, Chris a eu des moments aussi, comment dire, des moments faibles. Quand je parle de moments faibles, ici, ce sont des échecs, par exemple. Effectivement. Et on aimerait savoir, justement, quel a été l'échec le plus formateur. C'est-à-dire l'échec qui t'a donné le moral, qui t'a rendu un peu plus dur dans ce domaine. C'est un échec qui se répète à chaque fois. C'est un échec récurrent. C'est de recevoir non. De recevoir le nom de revue, quand on te dise non. Tu fais une soumission pour une offre de service, on te dit non. Ou tu proposes quelque chose, on nous dit non. Même dans d'autres aspects de ma vie, même pas seulement dans l'entrepreneuriat, le non a toujours été beaucoup formateur pour moi. Exactement. C'est ça qui m'a toujours donné la hargne d'aller chercher plus, de faire 5 fois plus, 10 fois plus après. Donc, c'est un échec que je reçois continuellement et que je vais certainement continuer de recevoir parce que je ne pense pas que j'ai reçu mon dernier non. Donc, c'est un échec qui forme énormément, qui m'a beaucoup formé et qui me forme toujours. Quand je reçois un non, c'est comme si j'ai pris une bouffée d'adrénaline. Ça me pousse à faire plus et me corriger. Et quand je reviens, le oui en général suit. Exactement. On va parler du non formateur. Voilà, exactement. Le non formateur. Alors là, on va parler de leadership et de développement personnel. Ok. Donc, on veut savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le coaching en développement personnel d'abord. Déjà, il faut le dire, hein, Franck, je suis de nature quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. De nature, je l'ai toujours été, même avec mon entourage. Et je tiens à dire et à préciser que le terme coach en développement personnel, je ne me le suis pas octroyé de moi-même. On me l'a conféré de par mon entourage. J'ai toujours été quelqu'un de très cultivé, comme je t'ai dit, passionné de culture générale, qui touche à tout. Et difficilement perdu dans des sujets, peu importe le sujet. Donc, je suis très difficilement perdu dans un sujet. J'ai toujours mon mot à dire, même si je n'ai pas l'expertise. Et cela m'a permis souvent de conseiller plusieurs personnes dans mon entourage et de leur donner, n'est-ce pas, des conseils qui ont pu parfois les démarquer ou bien les aider à sortir de la situation. Et je suis le seul aussi qui pense que, Franck, l'homme fait l'homme. Exactement. C'est l'homme qui fait l'homme, tu vois. Donc, on est quelqu'un aussi à cause de quelqu'un. Les parents nous ont bâtis, donc c'est les gens qui nous bâtissent. Et je pense également que quand je suis tombé dans ce domaine, c'est parce que je comprenais l'importance du fait que si j'ai été formé, si on m'a capacité de un certain nombre de choses et que je peux transmettre, je le transmets. Et enfin, je dirais également qu'il y a cette facilité naturelle-là que j'aime moi-même qui me permet, n'est-ce pas, de bien communiquer les choses, d'avoir une ouverture d'esprit sur toutes les situations et de donner un avis assez concret ou alors assez, comment dirais-je, pertinent qui peut aider et qui aide en général. Et voilà, par la suite, j'ai juste approfondi ça en me documentant davantage, en étudiant, en faisant des formations. Donc, voilà. Et effectivement, je veux juste revenir sur ce point parce que j'en parlais déjà tout récemment aussi. Je le disais, on n'est rien sans personne. On a toujours besoin de quelqu'un. Et j'aime souvent le dire, lorsque tu regardes par exemple, depuis que tu es né, tu vas remarquer que ce soit positif ou négatif, tout ce qui t'arrive dans la vie, il y a toujours eu... Il y a la main d'un homme. Il y a toujours eu la main. Avec grand H. Hein. Exactement. Il y a toujours eu la main d'un homme. Ouais, exactement. Donc on repart justement dans ce domaine dans le développement personnel, dans le coaching, et on veut savoir comment sortir de sa zone de confort. Bah, il faut oser. Il faut oser, je dirais, il faut oser. Il
Oser. Toi, tu devrais prendre une séance de consulting avec moi. Je parle de tout gratuit ici, là. Regardez un peu pour les consultations. Voilà, donc. Je veux pas que les clients se fâchent avec moi. Exactement, donc vous écoutez. Il faut... En tout cas, on aura les coordonnées tout à l'heure pour toutes ces personnes-là qui... Bien sûr. Oui, exactement. Donc, et on veut savoir justement, selon toi, qu'est-ce qui différencie une personne compétente et d'une personne qui réussit vraiment? Ok. Cette question vient me chercher particulièrement. Je ne vais pas juste différencier une personne qui réussit, une personne compétente, mais je vais différencier une personne qui réussit de tout le reste. Parce que je pense qu'il y a deux types de personnes pour moi. Exactement. Ceux qui réussissent et tout le reste. Exactement. Dans le fond. Eh bien, pour moi, le premier point qui les différencie, c'est l'abnégation. Ok. Celui-là, quelqu'un qui réussit, ils ont un trait de caractère. Ceux qui réussissent ont un trait de caractère commun, c'est ne jamais abandonner. C'est continuer d'essayer. Ok, j'ai eu 100 000 $. Il ne s'arrête pas là. Oh, je suis à l'aise. Non, je veux 200 000 demain. Je veux 500 000. Après 500 000, j'ai dit 1 million. Je veux le milliard. C'est quelqu'un qui est en perpétuel, qui a constamment faim. Oui. Donc, constamment faim d'évolution, constamment faim de progrès, constamment faim qui rêve de grandeur également. Exactement. J'aime souvent le dire, hein, que si ton rêve ne te fait pas assez peur, c'est que tu ne rêves pas assez. Exactement. Ton rêve doit te faire peur. Tu dois avoir ce mindset-là, un mindset progressiste et vouloir toujours faire plus. Parce que beaucoup se disent, ok, je veux une maison. Tu as une maison, ok, ça arrête là. Ouais. Moi, dès que j'ai une maison, je veux un château. Dès que j'ai un château, je veux un jet privé. Dès que je veux un jet privé, tu vois, je veux un bateau. Tu vois, ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait. Je pense que ce trait de caractère un peu belliqueux, entêté, qu'ont les gens qui réussissent et une détermination à toute épreuve qui les différencie de tout le reste. Ouais. Et moi, j'ai toujours compris aussi qu'il y a deux catégories, il y a deux groupes. Il y a les suivis et les suiveurs. C'est à toi de choisir. Effectivement. Effectivement. On veut savoir, on va parler de leadership maintenant. D'accord. Oui. Le leadership, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est une aptitude, une compétence qu'on développe avec le temps, qu'on apprend, ou c'est quelque chose qu'on a déjà en soi mais qui va se révéler à un moment donné? Déjà, ça c'est mon point de vue que je partage. Je pense que on a tous en soi une certaine dose de leadership. Exactement, oui. Et qu'il faut travailler, qu'il faut développer. Parce que tu peux l'avoir en toi, mais tu ne développes pas, ça ne sert à rien. Exactement. On ne devient pas un leader parce qu'on est né leader. On peut le naître et devenir un cancre. J'aime bien le dire, mourir un cancre. Oui. Donc, c'est une aptitude qu'il faut travailler. D'où le fait d'être autodidacte ou alors le self-improvement, self-development, toujours constamment. Donc, c'est quelque chose qu'on développe. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas consultant en cybersécurité ou alors coach en développement personnel si je me disais que non, je connais bien les mathématiques, je parle bien. Non. Il a fallu se documenter, il a fallu étudier, il a fallu travailler ça aussi. Donc, c'est ça, je pense qu'on le développe. Les Américains, ils parlent même du self-made man. Self-made man, yeah. Effectivement. D'accord. Alors, là, il y a des jeunes qui nous regardent. Okay. Et aujourd'hui, tu es une inspiration pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous suivent, qui sont derrière toi aussi. On voudrait donc, juste devant la caméra, tu puisses donner justement un conseil à toutes ces personnes, ces jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut entreprendre aujourd'hui? C'est quoi le message que tu pourrais envoyer? Eh bien, en un mot, je dirais à toute personne qui souhaiterait entreprendre, c'est d'oser. Avoir ce culot-là, d'oser. Parce que si tu ne tentes pas, tu n'auras rien. Et je vais l'expliquer en d'autres mots en disant que le plus gros risque que tu puisses courir lorsque tu tentes quelque chose, c'est que soit tu apprends, ou alors soit tu réussis et tu deviens blindé, riche. Tu vois, donc c'est gagnant-gagnant en fait. On ne perd pas en entrepreneuriat, on ne perd pas, on apprend uniquement. C'est la succession de mes échecs qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, osez les gars, osez les amis. Le mot à retenir aujourd'hui, c'est oser. Et pour terminer, on va passer un mot vraiment rapide. D'accord. Qu'as-tu à nous dire en quelques mots ou en quelques phrases sur l'intelligence artificielle? Ou encore, comment un jeune peut-il s'en servir pour se démarquer ou encore comment en faire bon usage? Ok. Déjà, je tiens à dire que l'intelligence artificielle est un outil
déjà open source qui est disponible et qu'on devrait même en abuser parce que ça aide tellement, ça facilite le travail et ça a été justement mis sur pied pour nous faciliter les choses. Je trouve ça un peu désolant qu'aujourd'hui, des gens soient coincés ou alors trouvent des difficultés à faire des choses alors qu'il y a l'IA. Donc je trouve que c'est un outil que nous devons, autant pour moi, utiliser à outrance pour toute chose, justement. Donc c'est un outil qui est bien, que nous devons utiliser pour toute chose. Et on va aller dans d'autres questions. Moi, par exemple, je vais partager ma petite histoire. Récemment, j'ai été scammé. On m'a scammé. Et, on a pris mon WhatsApp et on a failli m'extorquer de l'argent à travers des prêts et tout. Heureusement, j'ai eu la chance que j'ai pu contacter rapidement le service et ils ont tout sécurisé. J'ai pu récupérer mon WhatsApp. Et c'est une situation qui arrive chaque semaine au Canada. Surtout les nouveaux arrivants. Effectivement. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un nouvel SMS. Ton colis est arrivé. Ton colis est arrivé. Remboursement de l'ARC, clique sur ce lien. Exactement. Ouais, des petits, Donc, mais comment est-ce qu'on fait? Quel est le conseil à donner à ces personnes, justement, pour éviter ce type de situation, pour éviter d'être hacké, pour éviter d'être scammé et comment se protéger? D'accord, très bonne question. Je vais le faire comme je le fais souvent avec mes clients, donc en tant que consultant. Je dirais que premièrement, il faut les paramètres à maîtriser ou alors à toujours relever lorsqu'on reçoit ce type de message ou bien ce type de sollicitation. Il faut comprendre toujours, ou alors essayer de comprendre si cela t'incite, te pousse à poser une action rapide. Je prends un exemple. S'il te plaît, clique sur le lien rapidement, il faudrait que tu aies ceci. Oh, plus rapidement, l'offre prend fin dans moins de 24 heures. Donc, vous allez remarquer que ces courriels ou alors ces messages de phishing, parce qu'il y a le phishing qui est par SMS message, il y a le phishing qui est par courriel. Donc, ils ont un trait commun qui est toujours à inciter à une action rapide parce qu'on ne veut pas que tu réfléchisses trop. Donc, ça, c'est la première des choses. Vérifier que, ok, est-ce que là, il a remis précipité à ce que je pose une action? Premier truc. Deuxième truc aussi, il faudrait toujours vérifier soi-même. Est-ce que j'attends quelque chose? C'est la première chose. Donc, la part du gain rapide, là, ça doit être un truc qui doit être retiré. Donc, et en général, je sais que les nouveaux arrivants, on pense la facilité. On pense, non, gagner l'argent rapidement, là, c'est un danger. Donc, faites attention à ça. Donc, toujours vérifier, double-checker autant pour moi, pour l'anglicisme. Toujours, si on attend quelque chose dans ce sens-là, si on attend un colis ou quelque chose, et par-dessus tout, ne jamais cliquer sur un lien si ces deux questions ne sont pas répondues. Est-ce que c'est en train de me précipiter? Est-ce que je clique sur le lien? Deuxièmement, est-ce que j'attends véritablement quelque chose? Ou alors, est-ce que celui qui m'envoie ça est vérifié et légitime? Et pour la gouverne de tous, le gouvernement canadien, vu que nous sommes dans l'économie canadienne, je vais parler pour notre réalité, ne communique jamais par SMS. Des trucs importants. On ne va jamais t'écrire par SMS directement pour te communiquer. Ce sera par courriel sur ta boîte sécurisée que le gouvernement a. Donc, c'est ça. Et au-delà de ça, il y a parfois même, ils t'appellent. Ils te disent, ok, moi dans mon cas, on m'avait appelé. Oui, effectivement. On m'appelle, on me dit, tu as reçu un message, tu as souscrit un événement, vite fait. Tu viens de recevoir un message là, envoie-nous le code. Effectivement, ça c'est une technique qu'on appelle l'ingénierie sociale qui a pour but de se familiariser à la victime un peu, l'appeler, donc créer un contact humain avec la voix et parler. Et effectivement aussi, comme je l'ai dit, toujours prendre le temps, même si c'est par appel, parce que quand c'est par appel, ça crée un sentiment de proximité. Bon, je parle à quelqu'un, donc il y a une proximité. Là, ça te rassure, mais ça ne devrait pas. Toujours prendre le temps ou alors avoir le réflexe de toujours double-checker. Est-ce que ça fait du sens? Et ne pas communiquer d'informations sensibles telles que le NAS par téléphone aussi facilement. Et je pense que très rarement le gouvernement demande de communiquer ça. Mis à part quand toi tu appelles, toi-même tu appelles et que peut-être pour confirmer ton identité peut-être, mais très rarement toi on te demande ça. Entièrement. Toujours les deux derniers chiffres, mais pas entièrement, tu vois. Donc faites attention à ça. Et au-delà de ça, il y a une autre technique aussi. Ça nous permet juste de discuter justement sur ces différentes techniques-là pour que ceux qui nous ratent, qu'ils aient plus d'informations et qu'ils puissent se prémunir. Il y a aussi un cas
Récent, c'était un message où on disait que le patron de Tesla, il a une plateforme où... Je l'ai vu celle-là, j'ai vu ça passer. Oui. Donc, tu devrais aller dans... C'était une plateforme de... Je crois que c'était du Bitcoin, si je ne me trompe pas. Acheter de la crypto. Exactement, tu vas acheter de la crypto et tu vas gagner de l'argent. Effectivement. Il y avait même un prix, ça dit pour les 500 premières personnes, je crois. On disait, vous allez gagner des prix. Exactement. Donc là, toi-même, tu vas dans ce site, tu vas donner tes informations gratuitement. Tu vois, tu remarques quelque chose, tu as dit un truc pertinent. Il y a toujours ce sentiment, on cherche à inciter une prise d'action rapide. Exactement. On te dit, il y a 500 places à gagner. On te dit, tu imagines, ok, nous sommes peut-être 30 millions, 100 millions au Canada. Il faut que j'agisse vite pour prendre les 500 personnes. Donc, on veut t'inciter toujours à poser des actions rapides. Et lorsque moi, je vois un truc comme ça et que je sens qu'on m'incite à faire une action rapide, je prends le temps de ralentir, même quand c'est un truc légitime. Toujours ralentir, double-checker, prendre le temps de vérifier et tout, voilà. Exactement. Donc, je crois qu'on a quand même... Et aussi, vu que tu poses des questions vraiment plus techniques dans le domaine, comment je ne saurais vraiment l'expliquer dans quelques mots, mais je vais essayer quand même de dire que j'offre aussi des formations justement pour ça. Donc, comment distinguer un phishing facilement. Je ne veux pas employer les termes techniques, si tu ne peux pas comprendre. On peut vérifier à l'entête du courriel, l'expéditeur, le nom de domaine, tout ça. Je pourrais donner aussi avec des outils, même open source, qui sont accessibles de tous, par tout le monde, où tu peux vérifier toi-même manuellement. Tu vas juste copier, voir qui a envoyé ça pour vérifier la légitimité, pour que ça te donne un peu plus de confiance avant d'ouvrir, de cliquer sur un lien. Mais de prime abord, ce qu'il t'a retenu, ne pas cliquer sur un lien rapidement quand on voit qu'il y a comme un sentiment de précipitation, quand on veut mettre sur nous, ne pas ouvrir une pièce jointe comme ça tant qu'on n'est pas sûr de la légitimité de l'expéditeur ou bien sûr de qui vient le courriel en fait. Exactement. Donc maintenant on va revenir sur les questions habituelles, les questions pour déstresser un peu et sortir du cadre glacé, carré formel. Quelle habitude Chris peut recommander, ou encore quelle habitude Chris lui-même emploie au quotidien pour développer la performance? Ok, eh bien, c'est pas un secret de polichinelle. Je dirais que pour moi, ce que j'applique et qui marche bien avec moi, je médite beaucoup. Je médite, moi je suis un chrétien, donc je médite la parole de Dieu, je prie et aussi je lis beaucoup. Donc ça me permet quand je médite, ça me permet souvent de faire le vide de mon esprit aussi, de pouvoir me ressourcer, me retrouver avec mon Créateur moi-même. Ça me permet d'avoir l'esprit tranquille. Et lorsque je reviens, ça me permet justement d'être à mon plein potentiel. Je suis aussi un passionné de sport, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, je joue beaucoup de soccer. J'ai joué aussi à un niveau quand même pas négligeable. J'ai joué quasiment semi-pro quand j'étais à l'université aussi. Donc je suis quelqu'un de très sportif, ça me permet de garder la forme et puis de mettre mon cerveau à son plein potentiel lorsque je veux travailler intellectuellement parlant. C'est vraiment inspirant et justement on veut savoir quand tu stresses, est-ce que c'est plutôt sport, est-ce que c'est plutôt méditation ou est-ce que c'est plus la technologie? D'accord. Quand je stresse, premièrement, ça se manifeste chez moi comment je prends du recul. Je suis très calme, mais j'aime souvent dire que c'est le calme avant la tempête parce que quand je prends du recul, ça me permet de réfléchir parce que j'ai des idées qui fusent dans ma tête aussi. Et quand je prends du recul, je suis très calme là, quand je stresse par rapport à quelque chose. Mais dans ce calme-là, justement, je prépare tout, je réfléchis, je suis en train... Mes neurones sont en fusion dans ma tête. Et quand je reviens vraiment comme ça, j'ai des idées. Comme je l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un de très super créatif de nature. Donc, dans ces moments de calme-là, ça me permet justement de trouver les différentes solutions à mes problèmes et de réfléchir vraiment avec un autre spectre. Mais de regarder mon problème d'un autre spectre qui me permet de trouver des solutions en général. Mais c'est thé ou café? Je suis un peu les deux. Je suis un peu les deux. Je prends du café occasionnellement. Je ne suis pas un très grand fan de café, mais il y a parfois, j'ai besoin de ma dose de café. Mais du thé aussi, je prends beaucoup plus du thé vert. Ça m'aide bien, c'est bon pour le corps aussi et pour les idées. D'accord. Là, on va bientôt sortir. D'accord. Mais on aimerait que tu nous dises, alors si ta vie était un livre, quel serait le titre? Bien, je l'ai dit tantôt, le titre existe déjà, c'est un livre qui existe.
Je dirais le livre de Job dans la Bible. Ok. Pourquoi le livre de Job? Parce que son histoire est très inspirante. Ça relate en fait l'histoire de ce personnage biblique qui est passé au travers de différentes tribulations, de différentes tribulations, comme j'ai dit tantôt. Il a souffert pas mal de choses dans sa chair, il a perdu des êtres chers, mais il a gardé sa foi. Oui. Moi, je vois cette foi-là comme cette détermination dans tout ce que je fais également. Je suis également un homme de foi. Donc, quand j'entreprends quelque chose, je me dis, et quand j'ai un échec ou j'ai une tribulation, je me dis, qu'est-ce que j'ai déjà vécu? Moi, Job a vécu tout, il a perdu les enfants, il a perdu les femmes, il a perdu ses proches. Mais moi, j'ai juste perdu, on m'a juste dit non, bien j'ai juste un échec. Donc, ça me donne la force de pouvoir rebondir parce qu'à la fin de l'histoire, on sait tous comment Job a fini. Exactement. Avec le bonheur et puis voilà. Ouais. Alors, dans 10 ans, on va se projeter. D'accord. Dans 10 ans, tu veux qu'on dise quoi de Chris? Qu'on dise quoi de toi? Déjà, je ne veux pas qu'on garde de moi comme une légende. Quand on retienne Chris comme une légende, mais j'aimerais qu'on retienne de moi comme quelqu'un qui aura impacté son époque positivement, de par ses accomplissements, de par le bagage intellectuel qu'il aura laissé et de par l'impact humain qu'il aura eu auprès de ses semblables et de ceux qui l'entourent. Et on souhaite vraiment que cette voix qui ressort aujourd'hui puisse rester comme une archive, comme une mémoire en fait Je le souhaite. de ce développement-là, de cette évolution. Alors, ça me permet aussi de sortir par là et de faire un petit témoignage sur ta personne aussi, parce que moi, je t'ai justement rencontré, c'était au pitch. Oh, okay, au pitch, et puis j'ai été ému parce que j'étais là, j'avais vu beaucoup de personnes, j'étais passé, je me souviens, tu t'es passé même après. En dernier. Exactement. Et c'était vraiment l'éloquence, la prestance et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours aujourd'hui, l'humilité et la simplicité. Vous pouvez voir Chris là comme mais très dangereux. Très dangereux. Alors on remercie Chris une fois de plus, on te remercie une fois de plus. C'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. C'est moi qui te remercie Franck, c'est un honneur pour moi également. Et je n'aurais pas accepté ça de quelqu'un d'autre que toi vraiment, car je vois le travail que tu as bas. Et je suis vraiment admiratif du travail que tu fais, de la qualité que tu mets. Et je peux te garantir, sans flatterer, que tu m'inspires également de par la qualité du travail. Parce que je suis quelqu'un qui met l'accent sur le détail. Et je peux le remarquer que tu es un homme de détail et j'apprécie ça vraiment. Tu m'inspires également aussi. Merci beaucoup. Alors tu représentes justement cette génération qui ne choisit pas entre expertise technique et vision stratégique. Tu prouves qu'on peut sécuriser le présent tout en construisant le futur. Alors, c'est par là que nous sortons ce soir avec notre invité qui, justement, nous a partagé sa vision, qui vous a partagé beaucoup d'astuces et nous vous invitons justement à suivre son actualité, à suivre tout ce qu'il fait. Et pour ceux qui désirent avoir des formations en développement personnel, en cybersécurité et même pour se prémunir de potentielles attaques, de potentiels hacking, scams, vous pouvez simplement le contacter aux coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Merci. Nous allons sortir par ces belles paroles de ce podcast Voice of the Future, qui n'est rien d'autre que écoutez aujourd'hui ceux qui feront demain. Alors, une fois de plus, merci pour l'honneur et on espère te revoir pour les prochaines éditions et avec de nouvelles actualités. Merci beaucoup, Franck, le plaisir partagé. Les voix de l'avenir. Écoutez aujourd'hui ceux qui feront demain. Voices of the Future. Listen today to those who will shape tomorrow.